Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de L24 News. Cap sur la Groenland, un dossier sur la table de Trump qui semble y tenir plus que jamais. La menace prend même des formes de fait accompli. On ne demande pas son avis aux Groenlandais. On se sert tout simplement selon la doctrine de Trump. Alors, que faire également de la réaction ou de l'opinion de l'Union européenne et de l'OTAN sur ce dossier groenlandais. Donc, porte ouverte aujourd'hui sur ce dossier très lourd en conséquences. Tout de suite avec nos invités. Pour en parler ce soir avec nous, Manuel Pouchelet, spécialiste donc en géopolitique, est également avec nous Miloud Chenoufi, professeur en relations internationales. Tout de suite, nous commençons avec vous, Manuel Pouchelet. Il faut dire que c'est un dossier qui est sur la table de Trump, qu'il a été depuis le début, puisqu'il a de toute façon dit que le Groenland serait américain d'une manière ou d'une autre. Alors dans ces cas-là, Pouchelet, ces déclarations de Trump, comment on doit d'abord les interpréter, surtout lorsqu'on sait que veut dire d'une manière ou d'une autre. Alors, quelle serait la première et quelle serait l'autre? Dans un premier temps, bonsoir madame, vous savez, le dossier du Groenland est particulier, notamment depuis l'administration Trump a repris le pouvoir, on va dire, en janvier de l'année dernière. C'est un dossier qui est préoccupant dans la mesure où, si vous voulez, le Groenland est quand même une terre stratégique. Alors, on a évoqué bien sûr les ressources naturelles, mais il faut savoir que c'est une terre stratégique sur le plan militaire, puisque à proximité, surtout au niveau des pôles, maintenant vous avez, vous savez, avec le réchauffement climatique, des nouvelles routes d'itinéraires logistiques qui passent le long de la Russie et qui viennent de Chine, qui passent le long de la Russie et ensuite qui arrivent en Europe. Il faut savoir que, y compris du côté de l'Amérique, le Canada avait la sous-traitance de la surveillance de ces routes. Et forcément, Donald Trump n'est pas satisfait de cette surveillance assurée et cette sous-traitance assurée par le Canada. Donc, en s'emparant, si vous voulez, de manière assez indirecte, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le président Trump, il y a des risques, bien entendu, de division au sein de l'Union européenne. On a remarqué que les Européens semblent moins mobilisés que sur le dossier ukrainien. Ensuite, vous avez aussi les déclarations un peu plus tempérées quand même du secrétaire d'État à la Défense, qui est M. Marco Rubio, qui a tenté quand même d'apaiser le ton, puisque en Europe, le Premier ministre français, M. Lecornu, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, a dit qu'il prenait très au sérieux, si vous voulez, ces menaces. Maintenant, vous savez, l'administration Trump, c'est tout et son contraire. Et nous risquerions d'être encore surpris d'ici quelques semaines. Mais je pense que pour les États-Unis, le premier dossier actuellement, c'est ce qui se passe en Iran. Miloud Chenoufi, bonsoir. Il semblerait que ça avance très vite, cette histoire ou ce dossier du Groenland. Donc, sur la table de Trump, il n'y a pas que le dossier groenlandais. Il y a eu le Venezuela. Bon, le Venezuela, on sait ce qui s'est passé. Puis il y a l'Iran, qui reste encore une autre porte ouverte. Et on ouvre automatiquement, et dans le même temps, la porte du Groenland. Ça ne fait pas beaucoup de dossiers, tout ça, sur la table de Trump, qui compte finalement, si vous voulez, investir plusieurs endroits et en même temps? En fait, il y a quelques semaines, quelque chose de très curieux s'est produit, même si nous sommes maintenant très habitués aux bizarreries associées à l'administration Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Voilà un homme qui a passé la première année de sa présidence à se présenter comme étant le chef d'État et le leader mondial qui arrête les guerres, qui met un terme aux guerres. Et nous savons aussi que c'est un monsieur qui, d'ordinaire, fonctionne avec l'instinct beaucoup plus qu'avec l'intellect. Et son instinct dans le passé avait été de rejeter la politique néoconservatrice des Américains qui consiste à une utilisation systématique et abusive de leur puissance pour étendre leur pouvoir sur le monde. Eh bien, ce même homme a fait un retournement à 180 degrés pour épouser depuis quelques semaines ce qui est typique de la politique néoconservatrice, et c'est ce qui a été prouvé donc dans l'enlèvement du président du Venezuela, dans les menaces
à l'Iran et bien entendu dans cette volonté de s'emparer du Groenland. Et on est bien tenté de se poser la question, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que, par exemple, sur le Groenland, s'agit-il réellement d'une question strictement stratégique, sachant que le Groenland, à travers la Norvège, fait partie de l'OTAN et donc l'accès aux Américains est tout à fait garanti. Il y est déjà, quoi, donc, voilà. C'est ça, d'autant plus qu'il existe déjà une présence militaire au Groenland. Donc il y a une autre explication à trouver à cela. Et en spéculant à peine, on peut dire que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, qu'est-ce qui faisait les manchettes aux États-Unis? Qu'est-ce qui menaçait politiquement le président Trump? Eh bien, c'était le dossier Epstein. Et j'ai comme l'impression que quelqu'un est venu lui murmurer à l'oreille et s'adresser plus à son instinct qu'à son intellect. Et ici, l'instinct, c'était l'instinct de survie politique, en disant que si vous voulez vous débarrasser de ce dossier, ne serait-ce que momentanément, d'ici les élections de mi-mandat du mois de novembre, eh bien, il est absolument nécessaire de changer le point de fixation des médias quotidiennement. Et c'est ce qu'il a réussi à faire d'abord avec le Venezuela, et aujourd'hui avec ce nouveau feuilleton du Groenland. Le problème, c'est que les dégâts que cela occasionne sont considérables, notamment dans les rapports des États-Unis avec ses alliés traditionnels. Les Européens, je terminerai là-dessus, oui. les Européens ont toujours été plutôt passifs dans leur dépendance stratégique à l'égard des États-Unis, tant et aussi longtemps que les États-Unis aient respecté certaines limites. Mais là, c'est une limite qui est assez intolérable en Europe, qui vient d'être franchie. Finalement, pour rester avec vous, Milou Tchernoufi, vous êtes en train de dire que finalement, c'est une sorte de diversion, c'est-à-dire avoir tellement de matière à traiter, que ce soit pour les médias ou encore pour les politiques et les diplomates, qu'on n'a pas le temps d'ouvrir ce dossier Epstein. C'est une sorte de fuite en avant. Mais est-ce que cette fuite en avant va durer longtemps ou va fonctionner longtemps ? Eh bien, voyez-vous, ceux qui ont décidé de ce revirement savent très bien qu'il existe aux États-Unis une addiction à la guerre. Au niveau de l'establishment, au niveau des médias, il y a également une forte tendance aux États-Unis et un peu ailleurs en Occident aussi, à la volonté de changement de régime par la force dans les pays qui ne sont pas alignés sur la position des États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, à la fois le président Trump et ses alliés politiques peuvent compter sur l'effet boule de neige que ces actions et ces déclarations vont avoir. Et l'idée est de rester ou de maintenir ce point de fixation jusqu'aux élections, au moins jusqu'aux élections du mois de novembre, donc les élections de mi-mandat. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu jouer avec le feu, puisque c'est l'OTAN même qui est menacée, d'après ce que disent les Européens, tout particulièrement la Norvège, à savoir que s'emparer du Groenland signifie la fin de l'OTAN. Oui. Permettez-moi d'ajouter un élément. Vous savez, ce qu'il y a de plus dangereux dans cette volonté d'expansion territoriale par la force et par la puissance, c'est qu'elle s'inscrit en faux sur un principe fondamental sur lequel repose l'organisation des relations entre les États dans la modernité. Pas uniquement depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait depuis des siècles, depuis que la notion même de l'État territorial et de la souveraineté est née en Europe, il y a, comme je le disais, quelques siècles, eh bien l'expansion territoriale est une source majeure d'instabilité et de conflits dans le monde. Et je crois que c'est dans ce sens-là que s'orientent les États-Unis. Je ne suis même pas certain que c'est dans leur intérêt de le faire. Très bien. Pour la précision, effectivement, Milou Tchernoufi, Manuel Puchelet. Alors, comment, comme disait tout à l'heure Milou Tchernoufi, d'abord s'emparer du Groenland, et le Groenland qui déjà, quelque part, on va le dire, acquise à l'OTAN. Alors, d'un côté, Trump dit que nous allons nous emparer du Groenland avec le soutien de l'OTAN. Alors que c'est déjà fait. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire une guerre pour cela. Comment doit-on comprendre ce discours
discours et surtout, il y a eu la réaction donc des deux ministres ou de l'Union européenne de manière générale. Mais les deux ministres, par exemple, du Danemark et du Groenland vont justement ou sont déjà à la Maison-Blanche pour tenter de discuter de cette question. La première ministre danoise même avait dit qu'elle tenterait de lever le malentendu concernant cette question. Est-ce que réellement il y a malentendu quelque part dans cette question? Les propos de Trump sont clairs là-dessus. Les propos de Trump ont toujours été très clairs. Si vous voulez, le président américain, on sait que c'est un homme de communication, il maîtrise les médias et il fait peur avec ses tergiversations qui inquiètent, y compris du côté européen, si vous voulez. Mais ce que l'on doit retenir, surtout dans cette affaire, et moi je partage tout à fait l'analyse de votre invité, j'ai peur qu'à ce petit jeu-là, Trump à un moment se retrouve tout seul, parce qu'il faut savoir que si c'est pas les Américains qui prendront le Groenland, ce seront d'autres puissances. Je pense notamment à la Chine et je pense notamment à la Russie. Maintenant, il faut être conscient qu'au Groenland, ce qui intéresse les Américains, c'est ce que j'évoquais dans mon premier propos, c'est avant tout les ressources naturelles, mais j'allais dire, c'est surtout le positionnement stratégique par rapport à ce contrôle de la route de l'Arctique que les Américains n'ont pas forcément, où je vous expliquais tout à l'heure qu'ils faisaient recours à la défense canadienne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier va encore diviser une fois de plus les Européens, puisque l'Europe est, on le sait, très divisée ces derniers temps, que ce soit sur la douane, que ce soit sur le dossier iranien, sur le dossier du Moyen-Orient. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique de résultat que Donald Trump précipite volontairement pour consolider une base électorale qu'il risquerait de perdre au moment des élections des midterms, vous voyez. Parce qu'entre-temps, quelque part, on n'en parle pas beaucoup sous nos latitudes, mais le côté démocrate s'organise en riposte avec des réponses où justement l'échec, on va dire, de la politique intérieure de Donald Trump se transforme en réussite, si vous voulez, à l'international. Mais ce qui intéresse surtout les Américains, c'est d'abord la politique intérieure. En ce qui concerne la politique internationale, ils sont, si vous voulez, très éloignés de ce qui se passe, notamment au Groenland. Et puis même dans l'esprit européen, si vous voulez, le Groenland, c'est une terre qui est lointaine. Donc quelque part, c'est très difficile de dire. J'ai un peu l'impression que Donald Trump bouscule les codes, mais ce que je souhaite aussi dire, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu dans un monde violent, de plus en plus militarisé. On pensait que la polarisation allait disparaître, finalement elle revient beaucoup plus forte. Mais ce qui est surtout très inquiétant, et surtout avec l'OTAN, c'est que vous savez, l'OTAN a toujours été une structure militaire d'après-guerre, en 1949, et je pense que son fonctionnement, pour y avoir participé, il fut un temps, a besoin d'être réformé. Vous savez, l'OTAN a besoin d'être réformée. D'ailleurs, c'est la seule organisation militaire et politique qui, on va dire, est survivante de la guerre froide. Et d'ailleurs, pour continuer à survivre, elle s'est même autorisée à devenir le bras armé de l'ONU. Si les casques bleus ne font pas affaire, excusez-moi, sur certains territoires, on l'a vu en Europe, on y envoie l'OTAN. Je pense notamment au conflit au Kosovo, en ex-Yougoslavie, où il y a eu des démonstrations de force. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là que ça devient dangereux, c'est quelles vont être les règles d'engagement, vous savez, de l'OTAN, puisqu'on parle du non-article 5 ou de l'article 5, qui risquerait de faire un petit peu comme ce qui s'est passé en 1914 en Europe, avec un risque d'engagement de pays qui ne souhaitaient pas s'engager à l'origine. Maintenant, je pense que Donald Trump s'est peut-être inspiré, à mon humble avis, de la stratégie de Xi Jinping par rapport à Taïwan, qui fera tomber cette île comme un fruit mûr, en faisant élire, on va dire, des politiques qui lui seront favorables. C'est sûrement ce que va faire Donald Trump avec le Groenland, en séduisant les autorités du Groenland pour dire « rejoignez-nous, nous sommes les Américains, nous allons investir ». Et puis, quelque part, vous avez aussi cette réunion au sommet à la Maison-Blanche avec les invités, mais vous regarderez que ces invités sont reçus par le vice-président et non par le président. Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que c'est en diplomatie, si vous voulez, c'est un message fort, ce qui veut dire que ce dossier pour M. Trump, plus particulièrement, n'est pas forcément prioritaire. Il considère que son vice-président a les éléments de langage suffisants qui gravitent autour de lui pour pouvoir, si vous voulez, discuter et négocier. Mais je pense que ça va être une discussion assez unilatérale, ce qui aura le don de frustrer surtout les Danois et les Européens. Peut-être aussi qu'il considère que c'est un dossier classé de toute façon et donc c'est juste une question de formalité, peut-être même de temps, Puchley. Milou Tchenoufi, finalement, si l'accaparement, on va le dire comme ça, de l'île de Groenland par les États-Unis, donc Trump, quels seraient les scénarios qu'on pourrait envisager d'abord et surtout, est-ce que ce n'est pas une ouverture directe aussi d'hostilité vis-à-vis de l'Union européenne et quelle sera la position de l'OTAN dans tout ça?
Oui, merci. Alors, une correction rapide Oui, avant de allez-y. répondre à votre question. Je parlais de Norvège tout à l'heure. Je voulais bien sûr dire le Danemark, hein, Oui, parce que la souveraineté sur le Groenland, malgré son statut d'autonomie, reste toujours danoise, et c'est la raison pour laquelle le oui. Danemark est impliqué. Bien entendu. Vous savez, le président Trump s'identifie au président autoritaire dans le monde. Il n'a que du mépris pour les leaders occidentaux qui sont l'incarnation, si vous voulez, du politicien libéral totalement inféodé à une oligarchie économique et financière. Il en a tout simplement horreur. Et c'est la raison pour laquelle il souhaite toujours apparaître comme apparaît d'un côté Vladimir Poutine ou Xi Jinping ou Erdogan. Bref, je ne suis pas en train de dire que ce sont des présidents qui font juste des choses positives. J'essaie juste de mettre le doigt sur une source de fascination pour Donald Trump. Et puis, vous savez, Donald Trump, c'est ce qu'on dit très peu, c'est que excusez-moi l'expression, mais il en a avalé des couleuvres l'année dernière avec Poutine et avec Netanyahou. Derrière des portes closes, ce sont deux hommes qui l'ont toujours remis à sa place. C'est une manière de regagner une image à ses propres yeux que d'apparaître comme étant un homme fort qui peut faire des choses brutales et qui peut même bousculer un centre de la puissance mondiale traditionnelle qui est l'Europe. C'est de cela qu'il s'agit. Bien entendu, vous pouvez trouver ça un peu curieux de ma part, qui suis un analyste en relations internationales et en géopolitique, d'insister sur la personnalité du président. Mais fort malheureusement, nous vivons dans cette triste époque où effectivement, un homme qui peut-être n'avait rien à faire au poste de président l'est devenu pour un certain nombre de raisons, et on ne peut pas détacher la personnalité du président Trump de la politique qu'il poursuit aujourd'hui, tout en insistant sur le fait qu'il n'a pas les capacités intellectuelles de considérer les conséquences de ce qu'il veut faire. Alors maintenant, comment s'en emparer, comment annexer, si vous voulez, le Groenland? Eh bien, étant donné qu'il n'y a pas d'appétit en la matière au Groenland, vous savez, c'est l'une des rares terres de la planète, le Groenland, où les populations autochtones, parce que c'est essentiellement des populations inuites, populations autochtones bénéficient d'une certaine souveraineté, comparée aux populations autochtones d'Amérique du Nord qui ont été soit exterminées, soit complètement marginalisées. Et je considère qu'il y a très peu d'appétit à accepter d'être annexé par un État qui est lui-même un État colonial. Et par conséquent, la seule solution qui reste, c'est celle de la force. Oui, celle de la force. Justement, on vient justement au point de chute là. Manuel Puchelet, donc finalement, si les États-Unis décident donc d'employer la force ou d'envahir le Groenland par la force, quel serait le rôle de l'Union européenne? Parce qu'on sait très bien, par une logique d'alliance, bien sûr, qu'il sera très difficile, pour ne pas dire presque impossible, pour les Européens d'aller combattre les Américains sur un territoire dont Ursula von der Leyen avait dit il y a aujourd'hui donc, pour rassurer peut-être les Groenlandais, qu'ils se tenaient, ou l'Union européenne se tenait à leur côté. Mais de quelle manière ? La question, vous savez, l'Europe, elle est toujours divisée sur tous les dossiers. Moi, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont se mobiliser sur le dossier du Groenland. Voilà. Regardez déjà le manque de mobilisation sur le dossier ukrainien, qui est vraiment aux portes de l'Europe.
moi, je commence à avoir des doutes sur la capacité de mobilisation de l'Union européenne. Mais en même temps, je vais vous dire une chose, je vais peut-être être assez prudent sur... ils sont capables de se mobiliser, mais de toute façon, les seuls moyens, entre guillemets, qu'ils pourraient faire contre ce ne sera pas des moyens militaires, ce seront plutôt des moyens économiques. Alors, parler de sanctions, parler de droits de douane, parce que je vous rappelle que quand même, les États-Unis, par rapport à l'Union européenne, ils sont pas en la balance commerciale, elle est en faveur de l'Union européenne et pas en faveur des États-Unis, vous savez, dans les échanges commerciaux. Et je pense que le savoir-faire de l'Union européenne, je rappelle que c'est avant tout essentiellement une puissance économique et non une puissance militaire, voyez-vous. Donc je pense qu'il y aura peut-être des mesures de rétorsion envers les États-Unis, mais aujourd'hui, les Américains en Europe, tout comme ça l'était le cas au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont aussi des leviers en Europe, notamment avec la question ukrainienne. Maintenant, je vais revenir sur 2-3 points. Le Donald Trump, il est quand même très énervé parce que M. Poutine le contredit et il a déclaré il y a 2-3 semaines qu'il était très inquiet, il était très fâché contre M. Poutine, alors qu'au début il le considérait comme un ami. Mais je vous rappelle que Donald Trump est un opportuniste et quand vous regardez son premier cercle de faucons, ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des diplomates. Ce sont des gens qui négocient par la force et à mon avis, c'est ce qui va les perdre. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent très attention à l'Union européenne parce que je vous parlais dans un premier temps des douanes, mais il faut savoir que si par exemple la Chine bouge de son côté, notamment avec Taïwan, les Américains risqueraient de se trouver seuls puisque les Européens, hormis la France et l'Angleterre, ont des capacités de projection. Le reste des pays d'Europe n'ont pas de capacité de projection, notamment en Asie, si vous voulez. Et si M. Xi Jinping bouge du côté de Taïwan, les Américains risqueraient de se retrouver seuls. Et vous savez, il y a quand même eu un précédent historique, notamment avec la France, qui a dit, concernant la guerre du Golfe, messieurs les Américains, nous n'allons pas vous suivre. Et ça avait frustré les États-Unis. Oui. Et sachez une chose, dans les relations franco-américaines, notamment, c'est resté intact dans la mémoire des Américains. C'est pour ça qu'ils en veulent énormément à l'Union européenne. Je rappelle que Donald Trump n'aime pas l'Union européenne. Il a décidé de la sanctionner. Maintenant, je serais curieux de savoir quels pourraient être les moyens et les leviers de pression de l'Union européenne envers les États-Unis sur d'autres dossiers, parce qu'il ne faut pas uniquement se focaliser, si vous voulez, sur le Groenland. Il y a d'autres dossiers également. Je pense notamment au Moyen-Orient, je pense aussi à l'Extrême-Orient avec la Chine, et surtout, en ce moment, la préoccupation des Européens, c'est l'Ukraine. On aimerait bien qu'enfin on trouve une issue, et même Donald Trump n'arrive pas à trouver une issue. Je pense, vous savez, à son discours assez vindicatif pendant les élections présidentielles, où il avait dit qu'il était capable d'arrêter tout type de conflit en 24-48 heures, si vous voulez. Et là, on s'aperçoit que Donald Trump se confronte à ses propres contradictions, mais je pense qu'au sein de l'équipe Trump, il y a sûrement des personnes qui prônent le contraire, et le jour où le président américain va s'en apercevoir, il risquerait de se mettre en colère, si vous voulez, quelque part. Très bien. Vous avez mis quand même le doigt sur un point très sensible. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le Groenland serait la fracture par laquelle, donc la fracture qui donc par rapport à l'Union européenne. Ceci d'une part, Milou Tchenoufi. Finalement, tout à l'heure, Manuel disait qu'il y a d'autres dossiers. C'est vrai qu'il y a d'autres dossiers, mais ces dossiers font quand même, lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire des alliances, l'Union européenne et les États-Unis se mettent toujours sur la même longueur d'onde pour dénoncer, par exemple, ou pour condamner la même chose, et surtout lorsqu'on a un fil rassembleur qui est donc Israël, l'intérêt d'Israël. Or là, on est carrément, si vous voulez, Milou Tchenoufi, dans le cadre du Groenland, c'est un peu particulier parce que c'est aussi une façon de briser cette alliance. Ce sont des alliés qui sont, si vous voulez, qui participent à ce Groenland. Donc finalement, est-ce que Trump cherche la fracture de l'Union européenne par ce dossier groenlandais? En fait, oui. Clairement que à travers ce dossier, son hostilité très connue à l'égard de l'Union européenne, une hostilité qu'il a même introduite dans le fameux document qui a été publié cet automne sur la stratégie de sécurité nationale, quelque chose comme ça, dans lequel il projetait tous les mots sur l'Union européenne. Alors, bien sûr, il n'y a pas de rupture. En tout cas, pas encore et pas à l'horizon. Les Européens ne cherchent pas la rupture avec les États-Unis et je vais vous dire pourquoi. Parce que
Oui, brièvement, pendant des monsieur siècles, Chenoufi. très rapidement, pendant des siècles, l'Europe cherchait à établir une stabilité, une paix intérieure. Et ça n'a jamais fonctionné. Au contraire, on est arrivé au paroxysme de l'horreur avec les deux guerres mondiales du XXe siècle. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'accord tacite a été que les questions stratégiques et de défense, de sécurité sont entre les mains des Américains. Les Européens peuvent, eux, construire une économie intégrée. Voilà à peu près le deal qu'il y avait entre les Américains et les Européens. Et c'est la raison pour laquelle les Européens ne veulent pas de rupture avec les États-Unis. Et c'est un peu ce que Trump ne comprend pas les avantages qu'il a d'avoir derrière lui l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il essaye en fait de porter atteinte à cet accord tacite. Voilà, et donc qui pourrait donc être de conséquences très lourdes. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous pour tout cet éclairage. Je rappelle qu'était avec nous donc Manuel Pouchelet, spécialiste en géopolitique, et qui était également avec nous Miloud Chenoufi, professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.